Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, toujours enregistrée à la célèbre désormais librairie L'Octopus à Épinal en compagnie du maître de lieu Frédéric Iffigère. Salut Fred. Salut Vincent. Alors Fred, allez, on y va sans plus attendre, on commence tout de suite avec Islander, tome 1, L'exil aux éditions Glénat, de Caril Ferret et Corentin Rouge. Le pitch, c'est dans un futur proche, des réfugiés victimes de catastrophes multiples s'amassent dans le port du Havre. Leur rêve, rejoindre l'Écosse. Oui, parce que c'est de l'anticipation, mais vraiment très légère. Ouais. Le réchauffement climatique a fait son œuvre. Comme actuellement les réfugiés climatiques viennent du sud de la Méditerranée pour fuir les grandes chaleurs et autre chose, et remontent vers le nord pour que ce soit plus vivable, et bien là, c'est le nord de l'Europe qui remonte encore pour aller en Écosse ou en Islande, d'où le Islander du titre. Ouais. Caril Ferret signe un scénario inédit, parce que lui est romancier, il a déjà fait Zulu, qui a été adapté au cinéma, et avec Corentin Rouge, il y a quelques années, ils avaient sorti Sangoma, un très bon polar qui se passait en Afrique du Sud, sur fond d'apartheid et de racisme. Et là, donc, il s'empare du sujet du réchauffement climatique, mais par la bande, avec ce vraiment traitement des populations, des migrations. Ouais. Et en même temps, je trouve que c'est un thriller dystopique assez exaltant. Ah ben complètement, ça reste du polar, parce que il y a beaucoup de personnages, et notamment un jeune homme qui veut à tout prix rejoindre l'Islande, qui va tomber un peu par hasard sur un scientifique islandais qui s'est évadé de prison. Qu'est-ce qu'il veut rejoindre l'Islande pour mener à bien son projet qui est encore pour le moment mystérieux, parce que Islander, ce sera en 3 tomes, malgré la grosse pagination. C'est vraiment un album qui fait 150 pages, donc c'est copieux, c'est roboratif. Et Caril Ferret a planté vraiment beaucoup de petits personnages, de petites situations. Il y a 2 copines là aussi qui doivent prendre le ferry pour l'Écosse, mais ça se passe pas super bien. Enfin, il y a plein de petites choses au début. Et l'Islande aussi subit un profond changement politique avec une espèce de sécession entre le nord de l'Islande qui veut à tout prix garder son indépendance et le sud qui est plus ouvert au monde, mais qui voit bien que l'île ne pourra pas gérer tout l'afflux de réfugiés. Et donc là, c'est vraiment une réflexion politique au sens vraiment noble du terme sur que faire face à un changement inéluctable et comment anticiper et faire en sorte que les populations vivent le mieux. Alors, les populations, est-ce qu'il faut d'abord se contenter de faire sa propre population en tant que pays ? Ou est-ce qu'il faut avoir une humanité débordante, quitte à ce que ça mette tout le monde dans la mouise ? Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de réflexions. Il y a une question aussi entre les riches et les pauvres. C'est vraiment un récit choral, très ambitieux, vraiment bien écrit. Ferret a vraiment bien campé ses personnages. Et le dessin de Corentin Rouge. Chaque planche, elle est pensée comme un storyboard abouti, je trouve, comme ça. Il déploie une puissance visuelle vraiment qui confère à l'histoire une dimension cinématographique qui est vraiment géniale. C'est vraiment du cinéma en bande dessinée, et avec le trait réaliste et dynamique pour autant de Corentin Rouge, ça fonctionne du tonnerre. Ah mais moi c'est les cadrages qui m'ont vraiment bluffé, par exemple les cadrages notamment ceux du centre de détention de Reykjavik, ils sont magnifiques et Rouge quand même capte avec une précision chirurgicale, j'ai envie de te dire, les regards, les attitudes, tout ça c'est du grand dessin, du grand cinéma de bande dessinée presque. C'est ça. Donc ça s'appelle Islander, ça ne vous laissera pas de glace, c'est un tome 1, L'exil aux éditions Glénat, c'est de Caril Ferret et Corentin Rouge, avec les couleurs qu'on va souligner de Céline Labrier, vraiment des superbes couleurs. Alors là on passe à autre chose, ça s'appelle Les Chants du Chaos, c'est un tome 1 encore Semaille aux éditions Rue de Sèvres de Elk. Premier tome d'une série de fantasy, pas comme les autres, qui explorent des thèmes peu abordés dans le genre, avec des illustrations encore là à couper le souffle. Alors pour une première bande dessinée, c'est franchement incroyable. Parce qu'il y a une maîtrise à la fois du dessin, du scénario, de l'enchaînement, des rebondissements. Après, pour la petite histoire, Hubert, le regretté Hubert, qui avait fait Peau d'homme, Ténébreuse, a été un petit peu directeur d'écriture sur le projet, et elle qui a vraiment tiré les leçons de ce grand scénariste. Et là, ça se sent. C'est de la fantaisie, mais autrement. Ça se passe dans un royaume qui a connu, il y a 10-15 ans, une irruption de bêtes maléfiques. Et donc, il y a eu la construction d'un mur, et les populations au-delà du mur, tant pis pour elles. C'est ça. Voilà, elles sont... Débrouillez-vous. Débrouillez-vous, il faut arrêter la propagation. Et on va suivre
on va dire, les princes et princesses de ce royaume, qui voient arriver, 10 ans après avoir été complètement banni, exclu, sorti du monde, un émissaire. Un émissaire qui a un caractère assez trouble, une mission pas très claire et qui va mettre bien le bazar dans toute cette petite société qui s'était plus ou moins réorganisée. Donc voilà, on va dire la grande histoire. Mais alors dans la petite histoire, il y a vraiment les interactions entre les personnages parce que chaque personnage a vraiment son caractère assez fort, tranché, assez fort. Assez fort. Vraiment. Et les relations entre les personnages sont vraiment bien humaines, sur fond de jalousie, de rancœur, d'exaspération, d'admiration. Enfin, il y a vraiment un panel d'émotions assez incroyable dans ce récit, avec évidemment toute la question de pourquoi accepter quelqu'un au bout de 10 ans alors qu'eux nous ont rejeté et tout ça. Et donc voilà, là-dessus, il y a vraiment plein de fils à tirer. C'est un bouquin extrêmement riche au niveau des thématiques. Et puis alors le dessin. Alors là, le dessin de Elk, waouh! Franchement, pour une première, c'est vraiment l'atout majeur de la bande dessinée. Le dessin est magnifique pour une première. Pour une première, c'est vraiment superbe. Inspiration assez... Chara-design un peu, comme Conte-russe. ça. Conte-russe, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance un peu Baba Yaga, les contes traditionnels. On n'est pas loin de Billy Bean, même s'il y a vraiment un côté plus moderne. Quand tu parlais de chara-design, oui, les personnages principaux sont reconnaissables très facilement parce qu'il y a vraiment un travail là-dessus. Et c'est vraiment du bon boulot. Donc un univers très riche, des personnages ambigus, un dessin de toute beauté, ça forme vraiment un tome 1, waouh! Impressionnant. Et puis un album, en plus, dans le chapitrage, l'album est chapitré et entrecoupé de planches de textes poétiques, comme ça, qui nous laissent respirer au fur et à mesure de la lecture. C'est très très agréable, avec des enluminures juste magnifiques aussi à l'intérieur de l'album. La couverture donne le ton, hein, voilà. C'est ça. Et puis des aquarelles. On a l'impression que c'est du médiéval fantastique, mais qui est aussi terrifiant que magnifique, en fait. Ouais, et c'est pas pour autant que c'est pas drôle. Non. Voilà. Donc il y a vraiment un mélange des genres, c'est très riche, très ambitieux, vraiment bien gaulé, tout bêtement, pour une première BD, encore une fois, incroyable. Bon, l'album met peut-être un peu de temps à se mettre en place, mais il faut poser, je trouve, un peu les personnages. Mais il explore la psychologie des personnages, vraiment, avant de nous placer dans le vif du sujet. Et alors là, ça nous laisse sur une fin haletante, mais vraiment, on a vraiment le cliffhanger de fin. Vivement le 2, quoi, parce que là, le cliffhanger est fou. Donc, on vous le conseille vraiment, ça s'appelle Les Chants du Chaos, tome 1, Semaille aux éditions Rue de Sèvres de Elk, un premier album juste incroyable pour cet auteur-là. Allez, on passe à un autre album maintenant. Tu voulais nous parler de Démon, encore un tome 1, Les Vierges de Thessalie, aux éditions Le Lombard, de Vincent Brujas, qu'on ne présente plus, et de Ronan Toulotte, et de Johan Guyot aussi. Une fresque mythologique originale entre malédiction et rédemption, mais c'est un peu plus que ça. Ouais. Je suis sûr que tu allais me dire ça. Exactement. On connaît le trio, on sait qu'il aime faire des récits d'aventure musclés, ambitieux, dynamiques. Ouais. Et là, il s'empare de la mythologie grecque. Ouais. Démon, c'est le fils d'Arès. Il fait à peu près 2,30 m, une montagne de muscles. Il a hérité de son père un caractère pas très facile, on va dire ça comme ça. Mais en plus, il a hérité d'une malédiction. Si les gens ne ressentent pas de la gratitude pour lui, petit à petit, il va se transformer en marbre. Ouais. Et comme je le disais, quand on fait 2,30 m et qu'on a un caractère de chien, c'est pas évident que les gens vous apprécient. Donc lui, il va quand même essayer, pour survivre, de faire le bien autour de lui. Ouais. Difficilement. Voilà. Difficilement. On peut raconter le début du récit. Ça commence, il s'occupe d'une créature, qui dézingue en fait, et les villageois ne sont pas si reconnaissants que ça. Non, tout bêtement, parce qu'il y allait à la mode gros bourrin, il n'a pas réfléchi aux conséquences de ses actes. Ouais. Et au final, il a entraîné plus de problèmes que de résolution. Oui. Et donc la malédiction progresse. Alors, aidé d'un barde qui va essayer et qui amène un petit peu de comique aussi, parce que ça reste une figure un peu tragique. C'est ça qui est balèze dans les récits de Touloat et Brujas, c'est qu'ils arrivent toujours à faire du fun. C'est franchement de la grosse BD de divertissement. C'est clair. Mais c'est beaucoup moins bête qu'il n'y paraît. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une relecture, une dimension un peu psychologique qu'on n'a pas si souvent, en tout cas dans la BD d'aventure
classique. Et là, voilà, ce personnage qui est en quête de rédemption et qui doit lutter contre sa propre nature, qui doit aller vers autre chose, mais il n'a jamais fait autre chose que d'être le demi-dieu d'une montagne de muscles. C'est ce cheminement qui est intéressant à détricoter. Et c'est aussi une relecture de le mythe de la masculinité, du héros et tout ça. Donc, c'est très contemporain comme réflexion. Et puis, ces petites touches d'humour aussi avec le chien, là, son fidèle chien, Diomède, qui le suit partout, qui est très drôle aussi. Enfin, voilà, il a un petit chien, je trouve ça un peu marrant. Je dirais plutôt un gros chien. Oui, mais par rapport à lui. Par rapport à lui, il est petit. On est c'est d'accord. ça. Et puis alors, le dessin de Toulotte. Voilà, comme d'habitude. Un graphisme avec des effets de style. Il sait jouer sur son trait. Il peut passer de la finesse à un rendu plus lâché. C'est très dynamique. C'est très dynamique. Le noir et blanc est vraiment très très beau. Ouais, voilà, mais même les couleurs, moi je trouve qu'elles subliment les ambiances, mais vraiment un vrai plaisir de lecture. Là, les couleurs, c'est la mythologie grecque. Ouais, donc, baigné de soleil, des contrastes très forts. Enfin, ça va tout à fait avec l'ambiance. Des contrastes très forts dans le dessin et des contrastes très forts entre justement Daemon, musculeux, sombre, sauvage, et le barde Génios, blond, délicat et imberbe. Tous les contrastes sont là, il y a tous ces contrastes-là dans cette BD. Allez, alors en route pour rejoindre Daemon sur les routes de Thessalie, en compagnie de Génios, un poète qui prétend conter les aventures de ce demi-dieu, parce que sinon on ne les connaîtrait pas, ces aventures-là, et de Diomède, un chien affectueux, vraiment très 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 affectueux, vous verrez ça. Un duo à l'aura divine, qui a encore des choses à nous révéler, on vous le conseille. Ça s'appelle Daemon, tome 1, Les Vierges de Thessalie, aux éditions Le Lobard, de Vincent Prujas, Renan Toulouat et de Johan Guyot. Là, on passe à totalement autre chose. Tu voulais nous parler de Sibylline, chronique d'une escort girl, aux éditions Glénat, de Sixtine Dano. C'est une première BD également. C'est une première BD, et cette chronique d'une escort girl, en fait, elle est très légère, elle est très poétique, très belle. Je trouve le titre un peu trompeur. Ouais, parce qu'on pourrait s'attendre à beaucoup de scènes de sexe et tout ça, et en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout le cœur du sujet. Sixtine Dano aussi, elle mène également une double vie parce que d'activiste climat auprès de plusieurs associations. C'est quelqu'un de vraiment très très engagé dans certaines causes du climat et du féminisme aussi. Ouais. Ben alors là, pour le coup, c'est complètement féministe parce que Sibylline, c'est une jeune étudiante qui arrive à Paris. Ses parents lui payent ses études, mais elle se rend vite compte que son père lui donne 200 € pour le mois, ça suffira à la nourrir, et en fait, ses études, c'est des études d'art, elle a besoin d'acheter beaucoup de matériel, elle se retrouve vraiment dans la panade. Elle se retrouve dans la panade et elle rencontre une amie qui lui dit il y a peut-être éventuellement moyen de faire escort girl. Alors elle est complètement effarée devant cette proposition, puis au final, nécessité fait loi, elle se lance, et ça va être à la fois une révélation, parce que elle va se révéler en tant que femme qui fait ses choix, qui les assume, et en même temps, le malaise d'être obligé de vendre son corps. C'est pas de la prostitution, hein. C'est pas un album voyeuriste du tout. Vraiment pas. C'est vraiment pas le cœur du truc. C'est une histoire d'émancipation. C'est une histoire du poids de l'histoire familiale aussi, parce que on lui faisait des remarques sur son poids. Donc c'est vraiment une histoire de construction de personnalité de jeune femme à l'heure actuelle. Parce qu'elle a aussi des histoires amoureuses en parallèle avec ça, donc c'est compliqué. C'est compliqué pour elle, parce que elle arrive tant bien que mal, par moment, à faire la séparation entre son métier et ses sentiments. Mais au final, son métier va empiéter sur sa vie privée. Les relations avec celui qu'elle considère comme son copain, c'est pas simple non plus, parce que lui a une jalousie qu'elle ne ressent pas, qu'elle peut comprendre, mais ça la dérange quand même. Donc c'est vraiment un album tout en finesse, tout en psychologie, très bien dessiné aussi, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de subtilité, un noir et blanc en niveau de gris. L'encre et le fusain, elle dessine comme ça, Sixtine Dano, et elle a rencontré plusieurs étudiantes qui ont choisi d'être escort girl pour payer leurs études à Paris. Donc c'est un album très documenté par rapport à ce qu'elle peut ressortir. Ça sonne comme une histoire vraie, ça sonne comme une autobiographie. C'est sans fausses notes, c'est sans jugement en plus. C'est ça qui est beau, c'est que ça aborde beaucoup de thématiques, ça pose plein de questions et ça laisse le lecteur faire la part des choses et se dire « Ah oui, mais qu'est-ce que je ferais moi à sa place ?» Et se mettre à la place des autres, c'est le premier chemin vers l'empathie, tout bêtement. Et donc c'est ça qui fait la société. Et c'est un bouquin très riche, très psychologique,
d'une élégance et d'une sobriété que je trouve vraiment très belle. Ouais. C'est très posé, ça en fait pas des caisses, mais juste ce qu'il faut. Et c'est ça, c'est la justesse de ce bouquin que je retiens. Ouais, c'est vraiment très très réussi. Voilà, elle s'est inspirée, comme je le disais, de réels témoignages d'escort girls, des sugar babies, et elle met l'accent là-dessus, sur ce sujet tabou là. C'est un roman graphique touchant et intime qui s'empare d'un phénomène quand même qui prend de l'ampleur, même si c'est très tabou et qu'on n'en parle pas, et c'est très intéressant de pouvoir le lire à travers ce récit. Ça s'appelle donc Sibylline, chronique d'une escort girl aux éditions Glénat, et c'est de Sixtine Dano. C'est vraiment chouette. Alors dans un esprit un peu sur ce Sixtine Dano-là, tu voulais nous parler d'un album qui s'appelle Anzuelo, aux éditions 404 graphiques, de Emma Rios, qui était au départ une dessinatrice espagnole de comics. Voilà, c'est même ta camarade de la librairie Marie qui a voulu nous en parler, qui nous a mis le doigt dessus. Un roman graphique déstabilisant tout à l'aquarelle, mélangeant poésie, univers post-apocalyptique, réflexion sur le vivant. Il faut y entrer, mais c'est magnifique, mais... Alors, c'est un bouquin extrêmement ambitieux. Ouais. Ça se passe après, comme tu dis, c'est du post-apocalyptique. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Des espèces de gigantesques créatures appelées chagrines apparaissent dans la mer et ont sauvé 3 personnages, 3 ados, qui vont s'échouer un peu sur une île déserte et qui vont essayer petit à petit de renouer une espèce de lien entre eux et la mer et l'île, la nature, et ils ont muté. Il y en a une qui peut se transformer en oiseau, mais au prix de son corps, mais elle peut revenir. Il y en a un qui peut s'évanouir dans l'air, partir en poussière dans l'air avant de se recomposer. Et le dernier a des branchies qui lui ont poussé et il peut communier avec l'eau. Et en fait, à partir de ces 3 personnages-là, vont arriver d'autres réfugiés, un peu plus tard, qui n'ont pas tous muté, certains ont des pouvoirs, mais tout n'est pas expliqué. À partir de ces personnages, en fait, c'est une grande réflexion sur la place de l'homme dans la nature, surtout, la place de l'homme dans la société et la place de l'homme par rapport à lui-même. Et c'est un récit, alors c'est ambitieux, c'est compliqué. Franchement, ça demande énormément d'efforts parce que il y a tellement de thématiques qui s'entrechoquent. Et puis le dessin n'est pas net. Tout est à l'aquarelle. Il est magnifique son dessin, clairement, mais... Et quand je parle d'évanescence des personnages, il y a des espèces de fusions permanentes avec la nature, entre eux, et ça rejoint le fond rejoint la forme parce que le dessin rend ça. Et donc c'est pas un bouquin vraiment simple à comprendre. Ça demande énormément de concentration. C'est pas un bouquin facile, mais c'est un bouquin qui en vaut la peine. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça le truc. Ça. Et c'est un bouquin. Il faut s'obliger à se plonger dedans parce qu'on en ressort. Waouh! Enfin voilà, moi j'ai une grande respiration à la fin de ce bouquin. C'est waouh! Voilà, qu'est-ce que je viens de lire et qu'est-ce que ça a remué en moi? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de questionnements philosophiques profonds. Et c'est pas l'air de pas y toucher. Clairement, c'est le cœur du sujet. Parce que ces personnages, ils ont connu la société d'avant. Là, ils peuvent refaire un nouveau monde. Mais ils ont que la nature à portée de main. Il n'y a que de la nature. Ils sont, comme tu disais, sur une île déserte, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a que... Et il va falloir... les pouvoirs. Et il va falloir qu'ils fassent à leur propre choix. Et leur propre choix, par exemple, c'est non, je ne veux pas exploiter d'animaux. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas manger de viande. Et je ne veux pas utiliser l'environnement juste pour moi, je le partage avec la nature. Enfin, voilà, c'est vraiment des questionnements qui sont très actuels, qui résonnent énormément et qui posent beaucoup de questions. Et les réponses de cette nouvelle génération mutante ou pas, c'est des réponses qui pourraient s'appliquer dans notre monde actuel. C'est ça. Et donc voilà, c'est un bouquin qui interpelle vraiment. Qui t'ouvre les yeux et te dit qu'est-ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ouais, tu as raison. Donc Anzuelo, c'est vraiment une très belle fable fantastique sur l'entraide, sur l'amour. Et comme tu le disais, l'autrice nous interroge avec une cruelle poésie sur notre rapport au vivant et à la nourriture. Et ça ouvre vraiment des champs des possibles naturalistes assez incroyables. Ça s'appelle donc Anzuelo, c'est aux éditions 404 graphiques et c'est de Emma Rios. Alors toujours dans la nature, mais pas vraiment. Dans le titre en tout cas. Tu voulais nous parler des Jardins invisibles aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing d'Alfred. Un petit recueil là contenant une multitude de petites histoires en apparence anodines, mais qui ont forgé l'auteur en tant qu'homme. Voilà, c'est un ouvrage vraiment
touchant, sensible et juste, une introspection d'Alfred sur sa vie. C'est les petits moments décisifs, mais qui n'en ont pas l'air. Ouais, Alfred revient sur des événements de son enfance, Oui. de son âge adulte. il se remémore ses se instants remémore. personnels. Et il se rend compte que ce moment-là, c'est vraiment là où Ça a bifurqué. ça a bifurqué. Juste il par a fait un petit grain de sable, un petit choix, un petit choix. ou des fois par un choix, Oui. et il revient là-dessus. Et c'est fait avec une grâce et une poésie. Ah oui, Alors Alfred, primé à Angoulême pour Comme et Prima, oui. vraiment, il a alors ça parle beaucoup d'Italie parce qu'il a un lien très fort avec ce pays, évidemment, d'origine italienne, il y a vécu, il décide d'y emménager, d'avoir la naissance de sa fille. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de petits moments de pas grand-chose Ouais. qui dirigent la vie d'un homme, et c'est ça, en fait, le cœur du sujet, et c'est ça qui est interpellant, parce que on fait tous des choix un peu sans y réfléchir, en se disant si, ce sera bien. Et des années après, les conséquences de ce choix Sont énormes. sont énormes. Un battement de papillon peut créer une tempête à l'autre bout de la planète. Voilà, c'est exactement ça. C'est le principe de ce petit bouquin qui est fait avec beaucoup de tendresse, Oui. beaucoup de pas de nostalgie parce que c'est pas tout à Non. fait le terme. Hein. C'est vraiment c'est un regard sur le passé et sur vraiment sur les conséquences sur sa vie, teinté d'humour. Oui. Ça reste drôle. C'est évidemment extrêmement touchant. Oui. Le dessin d'Alfred, moi je le trouve d'une délicatesse C'est absolue. ça. Ah, C'est très délicat, élégant. On ressent vraiment son lien viscéral au dessin. Voilà. Et il met ses tripes dans son dessin. C'est lui, c'est vraiment le fond On sent, de lui. on sent la qu'il personnalité. pose, ouais, Voilà, exactement. on sent la personnalité transposée à travers le Ouais. dessin, la douceur, ses émotions quand la naissance de sa fille, ses balades dans Venise la nuit. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs. Et ça donne envie de se remémorer ses propres changements importants dans la vie. Ces moments de hasard qu'on a pu rencontrer aussi et qui ont forgé finalement, comme tu disais, 5-10 ans après, ce qu'on est à l'heure actuelle, alors que c'était 5 secondes, 10 secondes à un moment ou à un autre. C'est très très fort de nous mettre en introspection avec nous-mêmes à travers ce petit bouquin-là, avec un dessin simple, efficace, c'est du croquis, c'est chouette, on se laisse embarquer. Et il y a vraiment ce côté, il parle de l'intime, Ouais. mais ça résonne universellement. C'est ça. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Ouais, cet ouvrage touchant qui fait écho aux souvenirs individuels des lecteurs qui pourront eux-mêmes vagabonder avec Alfred et se laisser porter par leur mémoire, par sa mémoire. Ça s'appelle Les Jardins Invisibles, c'est vraiment magnifique aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing et c'est d'Alfred. Alors là, un ouvrage un peu didactique, j'ai envie de te dire, tu voulais nous présenter Le Génie de la forêt aux éditions Albin Michel de Francis Allais, qui est botaniste au départ, Denis Coby et Vincent Zabus. Alors voilà, Francis Allais emmène Aristote en balade à la découverte de la technicité et de la poésie des arbres et de la forêt. Alors on est dans la pure BD documentaire, C'est ça. on est d'accord. Francis Allais, éminent botaniste, Ouais. très reconnu, il a 85 ans, il a découvert des tonnes de choses sur le fonctionnement des arbres et en fait il va nous le partager à nous lecteurs. Ouais. Alors c'est une lecture qui n'est pas spécialement technique dans le sens où c'est de la vulgarisation extrêmement bien faite. Oui, et puis c'est rigolo, ce discussion qu'il a, ce dialogue qu'il a avec Aristote, quoi. La mise en scène, pourquoi Ouais. Aristote ? Parce qu'Aristote considérait qu'il fallait mettre au pas la nature pour que l'homme s'exprime. Allais va le prendre complètement en lui disant « Non, t'avais tort, et je vais t'expliquer pourquoi, parce que par exemple, les arbres font des trucs que les humains ne suspectent pas. » Oui. Et donc il va revenir sur le génie de la forêt, tout C'est bêtement. ça. Tout ce que les arbres sont capables de faire, comment ils peuvent communiquer entre eux, comment ils peuvent s'entraider. Oui. Et c'est vraiment un ébahissement, en fait. Même si on n'aime pas spécialement la botanique, là, il y a vraiment un ébahissement face à la puissance de la nature. On apprend des choses incroyables, exceptionnelles, mais vraiment. Ouais. C'est vraiment un truc, tu fais, mais non, mais c'est pas possible. Eh ben si. Voilà. Et là-dessus, je trouve que, il y a évidemment un message écologique d'une puissance incroyable. Ouais. Francis Allais a d'ailleurs le projet de vouloir sanctuariser 80 km² de forêt pour en refaire une forêt primaire, mais ça va prendre 700 ans. Oui, c'est ça. Mais il considère que, tant pis, il ne verra pas le résultat de son vivant, les générations suivantes non plus, mais c'est important. Voilà. Et donc, il essaie de remettre l'humanité dans un temps
plus long que la vie d'un humain. Oui. Ce qui manque peut-être un petit peu de nos jours, où on a une vue très court-termiste. Et c'est aussi pourquoi on en est dans cette situation de réchauffement climatique et tout ça. Il l'explique d'ailleurs. Et c'est vraiment de la vulgarisation avec beaucoup de poésie, beaucoup de tendresse. C'est pas revendicatif. Non, c'est pas donneur de leçons. C'est pas donneur de leçons. Non. C'est vraiment regarder ce que la nature est capable de faire. Émerveillez-vous. Il nous invite à nous émerveiller de la nature et justement de prendre en compte cette nature-là qu'on oublie un peu souvent, surtout dans les villes. Je veux dire, quand on est à la campagne, ça va encore, on va se promener en forêt, mais on oublie ce besoin, cette nature-là, et qui nous fait vraiment du bien et qui est importante pour la planète, mais vraiment très importante. Il faut découvrir... Alors, plutôt que... Enfin, voilà, je pense que la bande dessinée est un excellent vecteur de vulgarisation pour des sujets aussi techniques que la botanique. Voilà, tout bêtement. Oui. Et d'avoir mis en image les découvertes de Francis Allais, ça marche du feu de Dieu. Oui, c'est clair. La forêt est une entité vivante, dotée vraiment d'une intelligence propre, et que l'homme se doit évidemment de respecter. On vous le conseille aussi, ça s'appelle Le génie de la forêt aux éditions Albin Michel, de Francis Allais, Nicoli et de Vincent Zabus. Allez, on passe à la jeunesse pour terminer tout vite. Fred, tu voulais nous présenter un premier album, ça s'appelle Foudroyant, tome 1, L'Armée de Neptune, aux éditions d'Argo, dans la collection Charivari. Nouvelle collection chez Dargaud. Oui. Mathieu Burnia et du duo, bien sûr, Carasquette. Et là, une épopée mythologique, une aventure épique inspirée de l'Odyssée, mais c'est génial. Franchement, une des meilleures premières BD jeunesse depuis longtemps. Voilà, un premier tome. On est sur une île qui ressemble à l'Atlantide. Ouais. Avec un gamin qui vit avec sa grand-mère, éleveuse de chèvres, qui a une chèvre d'ailleurs qui n'est franchement pas très sympathique. Non. Qui s'appelle Tendresse, bizarrement. Et ce gamin, ses parents sont partis. Voilà. Et il va à l'école. Alors on lui apprend que dans les temps anciens, il y avait une source d'énergie, l'électricité avec un K, qui permettait d'aller en mer, de voyager, de faire plein de trucs. Mais cette électricité est devenue interdite parce que les étrangers viennent la récupérer. Voilà, on va dire ça comme ça. Et lui, ça l'embête parce qu'il en a marre de l'île, il en a marre de vivre avec sa grand-mère. Il a une camarade de classe plutôt mignonne il aimerait bien voyager avec. Oui, c'est ça. Et se révèle qu'il est un foudroyant. Voilà. Qu'est-ce que c'est un foudroyant ? C'est quelqu'un qui maîtrise l'électricité, justement ce pouvoir qui a disparu. Mais il ne sait pas comment le maîtriser au départ. Il ne sait pas du tout comment le maîtriser. Ça lui arrive un peu par hasard, justement, avec cette petite copine-là. Voilà. C'est un ado. Et voilà, c'est parti pour de la grande aventure. Ah oui. Un cadre mythologique très lâche, parce que on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit. C'est fun, il y a de l'allant. Je veux dire, ça n'arrête jamais. Le rythme est alerte, vraiment, on entre vite dans le cœur du sujet. Il n'y a pas besoin d'installation, on est tout de suite installé. Voilà. On y va, quoi. On y va, c'est parti pour de l'aventure. C'est super bien fichu parce que le dessin de Carasquette il s'adapte totalement à la narration. Ils savent faire de toute façon les deux. C'est mignon, mais pour le coup, on la présente en jeunesse, mais en tant qu'adulte, ça marche mais très, très bien. C'est vraiment de la bonne BD tout public, avec évidemment l'apprentissage des pouvoirs, c'est les changements de l'adolescence. Il y a vraiment plein de trucs, et c'est drôle, c'est enlevé, c'est rythmé. Burnia a fait un petit scénario aux petits oignons ça, là, c'est vraiment très très bon. Très vraiment bon début une très bonne première bande dessinée jeunesse. On rit, on tremble, on tente de percer les mystères qui sont dans les cases de Mathieu Burnia. On se réjouit de voir le dieu Carasquette brosser ces personnages-là dans ce petit monde avec la finesse et une énergie communicative, bien aidée par les couleurs aussi de Louise Flatz. Un coup de foudre à tous les égards, vraiment. Donc ça s'appelle Foudroyant, tome 1, L'Armée de Neptune aux éditions d'Argo dans la collection Charivari de Mathieu Burnia, du duo Carasquette et des couleurs de Louise Flatz. Merci beaucoup Fred pour cette sélection encore de découvertes de bandes dessinées. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique Culture et que vous pouvez toujours retrouver ces chroniques de façon indépendante sur notre chaîne YouTube Ticazabule. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. Il est temps maintenant d'éteindre votre télévision et de lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.